Bon, on va peut-être commencer. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que vous voyez bien la Oui. présentation? C'est parfait. Ah, c'est très Eh bien. bien, parfait. Ouais, Bonjour à toutes et tous. Bienvenue pour ce troisième webinaire thématique donc, qui traitera de la question de qualification des ressources en et des webinaire. enjeux d'assurabilité. J'avais déjà envoyé le mail. Donc, on va être ensemble pour 1 heure. Pour rappel, c'est un webinaire qui est enregistré, donc le replay sera disponible ainsi que la présentation. On essayera de vous envoyer à la fin de ce webinaire même une page où vous pourrez retrouver les anciens webinaires avec également les replays et les présentations. Un petit point sur... hop, un petit peu en avance du coup. Un petit point sur du coup ce qui est prévu pour ce webinaire. On va avoir trois retours d'expérience donc de partenaires du projet LIFE qui vont pouvoir nous parler de toutes les initiatives qui sont menées autour des enjeux d'assurabilité. Donc on aura tout d'abord un retour d'Envirobat Occitanie, puis un retour du CSTB et enfin un retour de Cinétique. Donc, trois présentations, à chaque fois ponctuées d'un temps de questions-réponses. Donc, je vous laisse poser vos questions dans le chat avec Delphine Bourdin de France Urbaine. On va suivre ces questions-là. Et ensuite, on fera un dernier petit point agenda pour vous parler du dernier webinaire de ce cycle-là. Bon, bah, du coup, Julie, mon écran a décidé de se bloquer sur ta présentation. Donc, je vais te laisser faire l'introduction. Merci. Bonjour à tous et toutes. Julie Verrecchia, je suis chef de projet économie circulaire et réemploi des matériaux de construction chez Envirobat Occitanie. Je crois qu'il y avait une slide voilà, de présentation. Donc aujourd'hui, l'objectif du webinaire pour lequel nous sommes tous réunis est de parler du sujet de l'assurabilité et du réemploi des matériaux de construction, qui est un sujet qui revient régulièrement quand on parle à l'ensemble des acteurs professionnels de la construction et même de l'aménagement qui se posent la question du réemploi. Puisque forcément, on a des obligations, on a des responsabilités en tant que constructeur, et c'est pas parce qu'on fait du réemploi qu'il ne faut pas les respecter. Donc ça va être un enjeu incontournable pour développer ce sujet du réemploi dans les constructions, dans les nouvelles constructions, les rénovations intégrant du réemploi, etc. Quelles vont être finalement les responsabilités de chacun, quelle est la chaîne de responsabilité, comment on va pouvoir sécuriser le projet, garantir que les matériaux sont bien adaptés à leur nouvel usage. Et puis, l'idée, en fait, d'intégrer ce sujet de l'assurabilité quand on parle du réemploi, c'est aussi de s'assurer que, comme l'évolution de ce sujet est rapide, qu'elle s'intègre bien à l'ensemble des enjeux d'assurabilité. Donc, l'idée, à terme, voilà, en traitant ce sujet, c'est de bien intégrer cette pratique dans le bâtiment au regard des responsabilités et réglementations. Donc, on a travaillé, on avait prévu dans le cadre du projet LIFE de travailler sur ce sujet d'assurabilité au travers d'un groupe de travail que nous animons, Envirobat Occitanie, sur l'ensemble de l'Occitanie. Et ça fait maintenant 3 ans qu'on avance sur ce sujet. Donc, l'idée de ma présentation, ça va être de vous présenter surtout les retours qu'on a à ce jour. Je vais commencer d'abord par présenter rapidement ma structure. Envirobat Occitanie, on est un réseau d'acteurs et un centre de ressources. On mobilise et on outille tous les professionnels de l'acte de bâtir et d'aménager. Je te laisse passer à la slide suivante. Ça bouge. Voilà, notre objectif principal, ça va être de réduire l'empreinte environnementale des constructions et des quartiers. Et pour ça, on va s'atteler à travailler sur l'aménagement circulaire et frugal des territoires, de se dire, dans 50 ans, 70% des bâtiments qui sont sur le territoire aujourd'hui seront toujours là. Donc, comment on travaille sur le déjà là, en travaillant sur les aménagements autour de ces bâtiments, en travaillant aussi à soutenir une rénovation durable des bâtiments existants
Et puis, pour les nouveaux bâtiments qui vont se créer, de travailler sur l'exemplarité dans la construction. Et pour faciliter tout ça, on a un dernier objectif, c'est de faciliter la structuration des filières matériaux bas carbone et de réemploi. Donc, le réemploi en particulier, c'est mon sujet. Actuellement, chez Envirobat Occitanie, nous sommes 12 salariés répartis sur Toulouse et Montpellier, bientôt 14. Donc, on a été créé dans les années 2010 et avec la fusion des régions, le nom Envirobat Occitanie s'est rassemblé en 2017. Donc, ça fait un moment qu'on a un réseau actif avec 30 administrateurs qui représentent l'ensemble de la filière de la construction, de la maîtrise d'ouvrage à l'entreprise, l'artisan, les bureaux d'études, etc., avec de nombreuses organisations professionnelles aussi autour de ce conseil d'administration. On fait aussi partie d'un réseau, le réseau Bâtiments Durables. D'ailleurs, il me semble qu'il y en a quelques-uns autour de la table aujourd'hui. On n'a pas tous le même nom, mais vous retrouvez une structure comme la nôtre dans chaque région. Et nous traitons tous plus ou moins les mêmes sujets. Et surtout, l'idée de ce réseau, c'est de pouvoir s'échanger et se partager l'avancée de chacun sur ces sujets et de porter au niveau national certains autres sujets. On est co-animé par l'ADEME et le plan bâtiment durable. Notre implication sur le réemploi, nous, on s'est impliqués depuis 2019 avec des premières enquêtes de terrain, avec cette idée de comprendre où en étaient les acteurs du territoire sur le sujet du réemploi. Et, excuse-moi, tu peux laisser. Donc l'idée, voilà, de ces premières enquêtes, c'était de comprendre où en étaient les acteurs du territoire sur ce sujet-là. Donc ça nous a permis de répondre à plusieurs appels à projets, notamment en partenariat avec Toulouse Métropole, Cinétique, la Fédé du bâtiment, le CSTB, l'INEC et TBS, voilà, que je n'oublie personne, le projet Life Waste to Build dont on a parlé dans les précédents webinaires et dont on va parler aujourd'hui autour de l'assurabilité, qui vise ce projet à expérimenter massivement le réemploi sur le territoire de Toulouse Métropole et de modéliser donc tous les outils qui permettront d'aller beaucoup plus vite demain sur ce sujet-là. Un autre projet qui est très imbriqué, c'est le projet ROXI, soutenu par l'ADEME et la région Occitanie, qui vise à structurer la filière du réemploi sur l'Occitanie. Et enfin, le projet circulaire, qui est un projet de recherche nationale qu'on coordonne et qui est aussi un projet partenarial soutenu par le programme Acacia de l'ADEME, qui vise à mesurer la qualité de l'air intérieur au regard du réemploi de matériaux bois de construction et d'ameublement. Donc, tous ces projets nous amènent aujourd'hui à réfléchir à un projet de guichet régional pour pérenniser toutes ces actions. Et donc, on en vient à notre sujet du jour, l'assurabilité, avec pour contexte déjà le fait que les assureurs et les contrôleurs techniques séparent trois notions. On n'est pas sur la bonne slide, mais voilà. Trois notions, le réemploi, la réutilisation et le recyclage. Le réemploi et la réutilisation sont dans la réglementation bien définis séparément, contrairement à nos amis anglo-saxons qui ont un seul et même terme, reuse. Nous, on sépare bien ces deux notions de réemploi, c'est-à-dire le réemploi d'un matériau, une porte pour une porte, donc pour le même usage, et la réutilisation, une porte en détournement d'usage, comme une table ou autre. La séparation de ces deux notions dans la réglementation, elle est d'autant plus importante qu'on parle aussi du statut de déchet quand on parle de réutilisation. Donc réemploi, même usage, et on est toujours dans le statut de ressource. Réutilisation, changement d'usage, et dans le cadre du statut de déchet. Et recyclage, là, on repart dans un process industriel où on retravaille la matière
pour en refaire de la matière, avec souvent une grosse consommation d'énergie, d'eau et la réintégration aussi de matières premières. J'ai pas fini, pardon. L'autre point de contexte, quand on va utiliser du réemploi, c'est qu'on va changer la responsabilité, la chaîne de responsabilité des acteurs. Puisque quand on fait de la construction traditionnelle, on a un fournisseur, un installateur, et globalement, la chaîne des responsabilités est assez bien cadrée. Quand on fait du réemploi, on va avoir un acteur qui va faire de la dépose, une partie de stockage, du nettoyage, de la remise en état de ce matériau-là, potentiellement encore du stockage, une vente, une qualification aussi entre les deux, et puis une pose du matériau. Donc potentiellement plusieurs acteurs et une chaîne de responsabilité à tracer pour bien comprendre qui fait quoi, comment et qui est responsable de chaque nouveau geste qui va être enclenché par le réemploi. Donc actuellement, le réemploi est aussi considéré comme une technique non courante, TNC, sauf depuis peu, et c'est ce qu'on va voir. Mais l'idée, c'est que dans les normes et réglementations actuelles, on n'a pas le réemploi n'est pas cadré. En tout cas, dans les DTU, on a bien une partie 3 qui dit que les matériaux utilisés pour la construction sont neufs. Donc, voilà, même si on les pose convenablement, il y a quand même cette question de traitement de projet par projet, cas par cas. Donc ça, en tout cas, c'est le contexte posé. Et donc, sur la base de ce contexte, on a travaillé avec plusieurs acteurs du territoire, donc une moyenne de 15 participants sur des groupes de travail qu'on a co-animés avec Cinétique. L'idée de ces groupes de travail, c'était vraiment sur la base de ce contexte, lever les freins un à un pour pouvoir passer à l'action et proposer des outils qui permettent de comprendre ce sujet, de mieux l'appréhender et de faire avancer. Donc le résultat de ces travaux, c'est d'abord une FAQ, donc la liste des questions qu'on s'est répertoriées pour savoir, pour essayer de comprendre où on allait. Déjà, les premières questions, c'était vraiment sur la chaîne de responsabilité, qui fait quoi, comment, quand on réemploie des matériaux. Et le fabricant initial, s'il est connu, est-ce qu'il a une responsabilité aussi? Et ainsi de suite. On a détricoté toutes ces premières questions en proposant des premiers niveaux de réflexion. Ensuite, pour aller plus loin, je laisse passer à la slide suivante. Pour aller plus loin, on a travaillé sur la méthodologie de réemploi des matériaux de construction et d'aménagement, en se disant que pour chaque matériau, il fallait peut-être comprendre un à un comment on allait les réemployer, quelles étaient les différentes actions en termes de dépose, de stockage, etc., ce qui allait devoir être fait. Et pour ça, la première chose qu'on a fait, c'était de lister ce qui existait déjà. Donc, on est allé voir dans différents projets, notamment le projet européen FCRBE, le projet de la Fondation Bâtiment Énergie aussi, et puis les fiches qui avaient été faites par le booster du réemploi. Et on a répertorié ainsi dans un seul document, par famille de produits, tous les guides et les fiches, tous les guides et toutes les fiches qui existaient sur ce sujet. Donc actuellement, sur notre site, on retrouve cette liste qui permet déjà d'avoir une bonne idée de ce qui existe et ce qui a déjà été expérimenté. Ça ne veut pas dire que c'est reconnu, ça veut juste dire que ça a été expérimenté et que c'est déjà des bases sur lesquelles on peut s'appuyer pour travailler main dans la main avec le bureau de contrôle et l'assureur. L'autre point, c'est que entre le moment où on a commencé nos travaux et aujourd'hui, ça a déjà évolué. Et notamment, il y a la filière de la métallerie qui s'est emparée de ce sujet et qui a travaillé sur des recommandations professionnelles qui ont été reconnues par la C2P et sont disponibles depuis juillet dernier sur le réemploi des éléments structuraux acier. C'est une réelle prise en main de ce sujet par la filière métal
Et donc, j'ai échangé avec eux. Je les avais invités à venir autour de la table éventuellement pour répondre ce matin aux questions. Je ne sais pas s'ils seront là. Mais l'idée, en fait, c'est qu'autour du site internet Métal Réemploi, qui permet aussi de mettre en relation les repreneurs, les acquéreurs de ces matériaux, d'avoir des partenaires relais sur les différents territoires qui vont mettre en vente les produits, mais aussi les requalifier selon cette recommandation professionnelle. Donc, on est vraiment au balbutiement de la structuration de filières avec cette première recommandation professionnelle reconnue. On a avancé sur ces sujets et en se disant, au-delà de ces fiches qui existent, qui sont plus des guides que des fiches, parce que souvent il y a beaucoup de pages et c'est quand même très consistant et difficile à digérer. On a poursuivi notre travail sur la base des expérimentations sur notre territoire, en se disant quel est le parcours d'un matériau. Donc là, pour exemple, je vous ai mis le parcours d'un radiateur en fonte qui a été repéré sur le projet Génération Pasteur à Albi. Et en fait, l'idée, c'était étape par étape d'expliciter qu'est-ce qui a été fait dans le cadre de ce projet et qui pourrait être donc réplicable sur un autre projet. On fait systématiquement référence pour aller plus loin à l'ensemble des guides qui existent déjà. Et l'idée, à chaque fois, c'est de mettre en avant la filière régionale et ou nationale en fonction de ce qu'on a recensé. Les impacts sur le projet, les avantages et les inconvénients de la solution selon les acteurs de ce projet et puis les acteurs de la boucle aussi. Donc ça permet, voilà, par l'expérimentation, de mettre en avant ce qui se fait, ce qui peut se faire et ce qui fonctionne avec aussi l'aval du contrôleur technique. Enfin, pour aller plus loin, on a travaillé, alors ces dernières fiches sont pas encore en ligne sur notre site, mais ça ne saurait tarder, sur le rôle de l'assureur, le rôle du contrôleur technique, afin de proposer des fiches pour mieux comprendre ce sujet, quelle est la vision de chacun de ces acteurs et quelles sont leurs attentes vis-à-vis du réemploi. Avec l'idée à la fin de proposer quelques conseils pour bien appréhender le sujet avec ses partenaires de projet. Et enfin, la dernière fiche sur le sujet, c'est le rôle du qualificateur, qui est un nouveau terme qui apparaît notamment dans les attentes des assureurs et des contrôleurs techniques, c'est-à-dire une personne qui va être responsable de qualifier le matériau au regard de son nouvel usage. C'est la personne qui va finalement faire toute l'enquête sur le matériau depuis sa vie en œuvre, même avant où est-ce qu'il a été acheté, comment il a été posé, comment il a vécu en œuvre dans le bâtiment, quel est son devenir, etc., etc. Et en fait, cette personne actuellement, on se rend compte que le qualificateur, finalement, il y a plusieurs acteurs de la filière de construction qui amènent des bouts de qualification. Donc, ce sur quoi il va nous falloir travailler, c'est surtout la traçabilité de toutes ces actions lorsqu'on fait un projet de réemploi. Et enfin, autour de ce sujet d'assurabilité, nous avons travaillé sur un escape game qui s'appelle l'énigme des protocoles du réemploi perdu, avec cette idée que le sujet de l'assurabilité des responsabilités n'est pas forcément évident à appréhender. Donc, l'idée d'avoir un jeu immersif permet de déjà réunir autour de la table plusieurs personnes d'un projet, qui vont avoir des visions différentes et qui vont pouvoir échanger sur ce sujet et s'approprier le nouveau contexte et les outils dont je viens de parler. Et enfin, on vient de sortir un MOOC, le MOOC du réemploi des matériaux de construction, avec 3 sujets. Le sujet prescrire, le sujet assurer le réemploi, qui est l'objet de notre échange ce matin, et le sujet estimer le coût du réemploi, avec en bonus des retours d'expérience. Donc, j'en parle parce que les inscriptions sont en cours jusqu'au 15 octobre. Donc, ce qui est à retenir, c'est que pour travailler sur le sujet de l'assurabilité du réemploi, il va falloir anticiper. Il va falloir mettre dans la boucle l'assureur
et le bureau de contrôle le plus tôt possible. Dès qu'on a l'idée de faire du réemploi, il va falloir les impliquer. Il faut les voir comme des vrais partenaires de votre projet, donc communiquer avec eux, cadrer aussi bien les missions des intervenants. Laura va revenir là-dessus un peu plus loin dans la présentation. Et enfin, utiliser tous les outils à votre disposition, que ce soit les formations, mais aussi tous les guides techniques, les retours d'expérience, et s'appuyer sur les experts locaux. Donc tout ça, c'est possible. Et c'est la fin de ma présentation. S'il y a des questions, il me semble qu'on avait prévu une pause question à ce moment-là. Alors, il y a juste une petite question dans le chat sur quel DTU est défini l'acte de réemploi. Et bien justement, c'est ce que je disais, il n'y a pas de DTU qui définit l'acte du réemploi. Donc on est vraiment en technique non courante. Les techniques courantes sont cadrées justement par les recommandations professionnelles, les DTU, les normes. Et quand il n'y a pas de solution validée, enfin de guide de ce type validé par la C2P, et ben, dans ce cadre-là, on est technique non courante. Juste pour rajouter sur le sujet de bien. Juste pour rajouter sur les DTU, attention parce que les DTU, ils ne mentionnent pas le caractère neuf de la ressource. Donc, on peut très bien être en accord normatif avec un DTU en étant dans du réemploi. Il y a même des DTU de réemploi d'ailleurs. Et pour revenir sur le sujet de bien mettre dans la boucle l'assureur, il est demandé de quel assureur parlons-nous? Celui MOA, MOE, AMO, entreprise, etc. Alors, il faut mettre tous les assureurs dans la boucle. Chaque acteur est responsable d'aller voir son assureur pour faire valider la solution. Oui, mais justement, vous évoquez, excusez-moi, je rebondis, mais vous évoquez de les mettre les plus tôt, d'anticiper cette relation avec les assureurs, mais quand nous sommes en étude, effectivement, les assureurs des entreprises ne sont pas encore là. Absolument. C'est là où aussi, est-ce qu'il n'y a pas un groupement d'assureurs qui commence à se monter pour faciliter ces échanges avec les entreprises? On voit bien que les artisans, ils sont un peu, pas dépassés, mais un peu, voilà. Et c'est pas un sujet qui est de prédilection, et ça arrive quand ils sont notifiés, forcément. Le message qu'on leur porte actuellement, c'est que s'ils veulent répondre à des projets sur lesquels il y a du réemploi, il faut qu'ils, dès aujourd'hui, en fait, ils aillent voir leurs assureurs pour cadrer le sujet avec eux. C'est ça, en fait, on est un peu en avance de phase. L'idée, c'est que chaque entreprise se rende compte qu'il y a un sujet sur l'assurance et qu'il va falloir aller voir leurs assureurs pour travailler dessus. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans le cadre du projet Life Waste to Build, on a la Fédération du bâtiment avec nous, c'est qu'on veut embarquer les entreprises sur le sujet. On a aussi dans les groupes de travail la CAPEB qui est très présente parce qu'ils ont bien compris que pour embarquer les artisans, il fallait s'y prendre très tôt en fait sur ce sujet-là. Merci beaucoup, Julie, pour ta présentation. On gardera quelques questions pour la fin. Du coup, Désolée, je reprends la main sur ce diaporama qui est capricieux ce matin. On va prendre la suite avec Élodie du CSTB qui va nous faire un retour sur les guides qui ont pu être travaillés avec le CSTB. Bonjour à tous. Merci Ilona pour l'introduction. Élodie Massé, chef de projet économie circulaire au CSTB au sein de la direction économie et ressources. On traite d'un certain nombre de sujets d'économie circulaire, dont le réemploi. Donc ça fait quelques années qu'on travaille sur ce sujet et qu'on a développé plusieurs approches en fait pour le réemploi et la reconnaissance assurantielle. Alors, on a notamment commencé à travailler sur des guides dans le cadre de projets collaboratifs. Donc, le plus ancien, c'est le projet de la Fondation Bâtiment Énergie que mentionnait Julie tout à l'heure. Donc, il y a aussi le projet FCRBE et Spirou. Donc là, l'idée, c'était de
de développer des guides par famille de produits pour émettre des recommandations sur la partie diagnostic, les modes en fait de dépose reconditionnement, puis envisager en fait des modes de preuve, que ce soit par des essais, par des diagnostics visuels, tout ça, pour pouvoir remettre en œuvre les produits dans d'autres, dans un nouveau domaine d'emploi. Donc ça, ces guides-là ont été produits par plusieurs acteurs. Ils n'ont pas aujourd'hui été reconnus par la C2P. En fait, pour que des guides et des méthodologies puissent être reconnus par la C2P, comme précisait Julie pour la filière métal. Donc, il faut en fait que ce soit les filières qui portent ces guides devant la commission pour que finalement il y ait une reconnaissance unanime. Et aujourd'hui, il n'y a pas eu forcément on va dire de mobilisation de l'ensemble de la filière à chaque fois pour qu'on ait des règles établies et reconnues par tous. Mais ces guides sont vraiment une base structurante pour initier la démarche en vue d'un réemploi. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir aller plus loin dans la reconnaissance. Et ça, on a des demandes spécifiques aussi de syndicats professionnels qui s'emparent du sujet et qui nous demandent de développer de tels guides pour qu'ils soient ensuite reconnus et que le réemploi soit facilité, et notamment donc d'un point de vue assurantiel. Après, on a des accompagnements au cas par cas, donc ça, c'est dans le cadre de projets très spécifiques, avec un cas précis d'un gisement pour un domaine d'emploi visé. Et donc, on peut accompagner des ATEX dans ce cadre-là. Et après, sur des familles peut-être, on va dire, moins risquées, on travaille sur la reconnaissance des pratiques des centres de reconditionnement pour pouvoir rassurer sur le recours à des produits reconditionnés par certains centres qui ont mis en place un process en fait pour accepter le gisement, pour le remettre en état, et puis qui ensuite peuvent fournir des produits de qualité au même titre qu'on achèterait des produits neufs, qui ont suivi des étapes de validation et respectent des critères de qualité. Donc pour ça, on est en cours d'élaboration d'un cadre de référence en vue d'un futur signe de qualité j'espère pourra sortir prochainement. Donc ça, c'est en cours et on a commencé à présenter cette démarche avec l'écosystème d'acteurs, donc aussi bien la FFB, la CAPEB, après l'AQC également. Et les assureurs pour renforcer en fait la reconnaissance de cette démarche et fiabiliser le cadre. Alors, on va revenir sur l'approche méthodologique utilisée dans le cadre des guides. Donc ça, là, on a une méthode qui a commencé à être établie dans le cadre du projet FBE pour finalement mettre en place les différentes étapes de caractérisation d'un gisement de réemploi pour pouvoir valider sa remise en œuvre dans un futur domaine d'emploi. Donc, on a la première partie qui est celle du diagnostic du produit. Donc, c'est le diagnostic du produit dans un ouvrage. Donc, l'objectif, en fait, c'est de comprendre comment ce produit a été utilisé, donc quelles sont les informations qu'on avait, quelles sont les informations initiales du produit, comment il a vécu, quelles ont été ses sollicitations, ça peut être mécanique ou autre, ça peut être une exposition aux éléments climatiques si c'est par exemple un mur de briques à l'extérieur.
Et puis ensuite, en fait, sur cette partie diagnostic, donc on a plusieurs méthodes. Ça peut être de la caractérisation tout simplement visuelle pour certains aspects. Après, on peut aussi avoir accès à des informations précises si c'est des produits qui sont marqués et qu'on peut tracer en fait. Et puis, on peut parfois très facilement remonter en fait à la fiche produit initiale. Et donc ces informations qu'on obtient dans le cadre du diagnostic sont vraiment primordiales pour finalement pouvoir alléger les modes de preuve, les modes de preuve nécessaires par la suite. Alléger surtout la complexité de l'obtention de ces modes de preuve, parce que le diagnostic pourra faire l'objet de modes de preuve. Je vais y revenir. Et donc après, on émet aussi des préconisations donc sur le dépose et le stockage, qui sont, c'est vraiment une partie qui est capitale en fait, pour pouvoir préserver les produits et donc les conserver adéquatement et pouvoir après garder en fait les caractéristiques initiales et pas les dégrader. Et on a ensuite une description des performances qu'il va falloir évaluer en fonction du nouveau domaine d'emploi. Donc le domaine d'emploi qui peut être identique, par exemple si on regarde la brique, on pourrait dire on avait un mur porteur, on le remet en mur porteur, mais on pourrait aussi dire la brique vient d'un mur porteur et finalement on va l'utiliser en cloisonnement, et donc on va avoir des performances différentes à vérifier selon ce nouveau domaine d'emploi. Donc on établit une liste en fait des caractéristiques qu'il va falloir vérifier, et dans les modes de preuve qu'on va y associer, on va parfois devoir faire des essais. Et là-dessus, aujourd'hui, il y a une grande discussion sur les méthodes d'échantillonnage en fait, sur les essais qu'on va faire en vue d'un réemploi, parce qu'on n'aura pas un gisement forcément homogène, et il y a assez peu de retours d'expérience aujourd'hui. Donc là, l'approche, c'est peut-être plutôt de prendre un peu plus ceinture et bretelles pour être sûr de ce qu'on fait, et après, dans l'idée de pouvoir simplifier les guides pour que le réemploi puisse être plus facilement fait et de façon moins coûteuse. Donc, en fait, vraiment, d'où l'importance du diagnostic initial et à souligner, parce que c'est vraiment là qu'on va pouvoir finalement récolter le maximum d'informations pour peut-être simplifier les modes de preuve complémentaires qu'on va devoir développer par la suite. Donc, je vais parler là plus précisément de l'approche qu'on applique à la brique foraine dans le cadre du projet Life Waste to Build. Donc, dans les guides que j'ai mentionnés juste avant, il y a notamment les guides Spirou, pour lesquels on a développé un guide sur les briques au mortier de chaux de façon plus générique. Donc la brique foraine est une brique particulière, mais qui rentre quand même dans le cadre de ce guide. Donc là, l'idée, c'était d'aller plus loin sur ce gisement spécifique, et de voir comment apporter des éléments complémentaires par rapport au guide Spirou, et de s'appuyer sur des retours d'expérience pour les préconisations. Donc, ce qu'on a fait, c'est déjà on a procédé à une étape de définition de la brique foraine, de ses caractéristiques spécifiques, et aussi d'un état des lieux historique. Donc là, par rapport à ce qui est diagnostic, en fait, c'est très important de comprendre quand elle a été utilisée, qu'est-ce qu'on va retrouver dans les bâtiments, quelles sont les spécificités auxquelles on peut s'attendre. Et puis dans la définition, il y a aussi tout ce qui va être dimension, domaine d'emploi concerné, etc. Après, donc, par rapport aux guides déjà existants, aux textes normatifs, donc on a fait une analyse en fait des textes et de ce qui était directement applicable à la brique foraine, et de ce qui allait après être plus spécifique et donc plus à traiter dans le cadre de ces travaux-là.
Donc on a une partie ensuite qui concerne tout ce qui va être mode de dépose, nettoyage, reconditionnement. Donc là, pour cette partie, on s'appuie sur des retours d'expérience sur quelques projets qui ont pu être réalisés. Ensuite, en fait, l'idée là, au vu de ce qu'on a pu identifier comme spécificité, donc on vise à émettre des recommandations pour permettre une structuration d'une filière locale. Donc ça, en fait, finalement, l'idée, c'est de voir quel type de gisement déjà de briques foraines peuvent être adaptés à un réemploi ou une réutilisation, et ensuite dans quel domaine d'emploi on vise et quelle méthode on va pouvoir appliquer pour justement avoir en fait quelque chose qui soit viable, parce que donc ce que j'évoquais, c'est que au niveau de tout ce qui va être mode de preuve, ça va pouvoir très rapidement être coûteux si on n'a pas trop d'informations sur son gisement, si on a un gisement très hétérogène. Ça peut être compliqué. Donc là, l'idée, c'est d'aller vers des solutions qui peuvent fonctionner. Et donc là, en fait, ce que j'évoquais par rapport aux spécificités de la brique toulousaine, donc on a une vraie hétérogénéité des gisements parce qu'en fait, historiquement, on avait des modes de fabrication qui étaient plutôt artisanaux avec des fours pas forcément homogènes au niveau de la cuisson. Donc on a plusieurs types de qualités de briques. Et donc ces différents types de qualités ont aussi induit que on va retrouver finalement des murs avec des morceaux de briques donc qui sont pas forcément entières. Puis on va avoir aussi, on a très très souvent aussi des patchworks de différents gisements quand on va avoir des extensions, ou parfois on va avoir du remplissage aussi qui va être fait avec d'autres types de briques. Et ça, c'est un vrai sujet. Après, au niveau de la fragilité de la brique foraine, donc là, vous voyez dans l'image en bas à gauche, donc la brique foraine, en fait, elle est plus fine, plus grande, et elle est du coup plutôt plus fragile de par ces dimensions, et aussi on va dire que ces dimensions-là facilitent pas non plus l'homogénéité de la cuisson, et donc très souvent sur les chantiers de dépose, on va quand même avoir beaucoup de casses. Donc là, typiquement, ça nous oriente plutôt vers un détournement un détournement d'usage, pas forcément complètement détournement d'usage, mais on va plutôt être sur une réutilisation que sur un réemploi pur, a priori, au vu de ce qu'on peut retrouver sur les chantiers. Là, on a un faible taux de récupération de briques intègres. Après, un autre sujet vraiment important à avoir en tête sur cette brique, donc c'est au niveau de l'évolution de sa mise en œuvre. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de briques foraines apparentes. Il se trouve que c'était pas forcément le cas historiquement, donc elles étaient plutôt recouvertes de chaux, de badigeons, tout ça. Ce qui fait que en surface, ces briques-là, elles n'étaient pas forcément faites pour être exposées aux éléments, et on va avoir aussi une dégradation de l'état de surface, ce qui implique peut-être aussi de ne pas les réutiliser réemployer ou réutiliser de la même manière, et pas exposées de la même manière si on veut les voir apparentes, ou alors de peut-être venir les recouvrir justement dans le cadre d'un réemploi pour les protéger des éléments climatiques. Et après, donc une autre spécificité, donc là qui va plus concerner directement le besoin dans les nouveaux projets. En fait, aujourd'hui, on va quand même assez souvent avoir avoir des projets sur lesquels on cherche à maximiser le nombre de mètres carrés. Donc les dimensions des briques standards, elles sont plutôt de 28 cm d'épaisseur, ce qui fait que ça va pas mal réduire la surface après du projet. Donc c'est pas nécessairement bien adapté à des projets neufs. Après, donc du coup, ça oriente peut-être plus quand si on veut réemployer les briques plutôt entières vers de la rénovation.
Et puis après, donc au niveau des dimensions, il y a aussi le sujet de la manutention et de la fragilité qui s'ensuit aussi. Et fragilité et aussi du fait que c'est plus lourd et donc ça va être plus coûteux peut-être pour pouvoir transporter les briques, etc. Donc là, l'objectif final du guide dans le cadre du projet Life Ways to Build, c'est vraiment d'aboutir aux meilleures recommandations pratiques, donc viables à la fois techniquement et économiquement, donc qui correspondent à la réalité du terrain, du gisement qu'on observe, que ça aille de la dépose à la remise en œuvre. Donc voilà, comprendre de quel gisement on parle, quel mode de dépose pour quel type de chantier, quel domaine d'emploi visé, et est-ce qu'on fait du réemploi strict ou de la réutilisation. Et en fait, ces questions, elles sont importantes parce que dans le cadre de l'assurabilité, si on est trop ambitieux aussi par rapport à son gisement, avec l'état actuel des choses aujourd'hui, ça risque d'être beaucoup trop coûteux, en fait, trop complexe pour un projet. Donc, c'est vraiment intéressant d'identifier, là, c'était l'exemple de la brique foraine, mais par type de gisement, en fait, quelle est la meilleure destination pour pouvoir finalement proposer un réemploi qui soit donc validé par le contrôleur technique, l'assureur, mais qui à la fois va permettre au projet un équilibre économique. Voilà, j'ai fini avec ma présentation. J'ai peut-être un petit peu débordé. Donc, on peut prendre quelques questions, je pense. Alors, il y a une question dans le chat, c'est si un MOA récupère un matériau requalifié pour un usage différent, donc là on parle de réutilisation, est-ce qu'il faut un document officiel de traçabilité qui prenne en compte la réglementation déchets, dont le sujet bordereau de suivi? Alors, en fait, la réutilisation, c'est un sujet un petit peu. Enfin, là, on rentre vraiment dans le cadre réglementaire de la gestion des déchets. En fait, on peut avoir parfois. On n'est pas forcément obligé en fait de passer par le statut de déchet. On peut aussi, si on identifie dès le début du chantier qu'on va faire un détournement d'usage, on peut ne pas passer par la case déchets réutilisation. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en fait, il y a une sorte de dérogation qui n'est pas que pour le réemploi pur, mais aussi pour une éventuelle transformation un peu plus profonde dès lors qu'elle est prévue dès le chantier de dépose. Si je peux compléter, du coup, réemploi, réutilisation, pour les opérationnels, on parle de réemploi avec ou sans détournement d'usage. Réutilisation, c'est qu'il y a eu un passage par le statut déchet. Donc, s'il y a un détournement d'usage, la ressource est restée ressource, donc il n'y a pas de sujet de statut déchet ou pas. Si la ressource, elle a pris le statut déchet, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été diagnostiquée comme ressource dans le diagnostic PEMD ou autre, ou qu'elle est sortie du site et qu'elle est passée par un site ICPE, etc. Donc, il y a vraiment un vrai sujet de passage par le statut déchet, une volonté de la maîtrise d'ouvrage de ne pas gérer la ressource comme ressource. Donc, s'il y a du détournement d'usage, c'est une ressource, donc pas d'enjeu de statut déchet, traçabilité, etc. Et en fait, dans le cadre d'une requalification, du coup, si on passe par le statut de déchet, on perd toute la traçabilité et toutes les informations qu'on pourrait avoir dans le diagnostic initial. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment au maximum d'identifier dès le chantier de dépose qu'on va vouloir faire un potentiel détournement d'usage pour éviter ça. Merci beaucoup, Elodie, pour cette présentation. Et du coup, on a le lien direct avec Laura de Cinétique qui a déjà complété certaines réponses. Donc, Laura, je te laisse nous faire un retour d'expérience un petit peu plus concret avec un exemple du territoire. Tout à fait, merci. Donc, bonjour, moi je suis Laura Lugzinski, je suis responsable d'économie circulaire chez Cinétique. Vite fait, Cinétique, donc c'est une association loi 1905 qui accompagne les territoires dans leur transition environnementale et sociale. Ces missions, elles se matérialisent en triptyque, donc les achats publics durables, l'économie circulaire dans le bâtiment et l'engagement sociétal des entreprises. Concernant l'accompagnement aux enjeux économie circulaire,
dans le bâtiment. Cinétique a une mission de coordinatrice technique du projet européen Life Waste Built, qui a été présenté précédemment par Julie. C'est un projet de massification des pratiques d'économie circulaire sur la métropole de Toulouse, pour un objectif de massification à l'échelle de la région Occitanie via le guichet dont a parlé Julie. Et donc, dans le cadre de ce projet, nous accompagnons 58 projets de déconstruction, construction et rénovation significative en tant qu'assistance à maîtrise d'ouvrage, économie circulaire. Tu peux passer à l'autre slide, du coup. Enfin, l'autre après encore. Donc, l'objectif de mon intervention, c'est de vous faire un retour d'expérience pour que vous puissiez appréhender les enjeux liés à la couverture assurantielle pour l'ensemble de l'équipe projet, donc maîtrise d'ouvrage, contrôleur technique, maîtrise d'œuvre, entreprise, dans un projet d'économie circulaire. Pour quelques éléments de contexte, du coup, donc dans le cadre pour présenter le projet dont j'ai parlé, dans le cadre de l'augmentation de ses effectifs et prenant en compte donc la vétusté du bâti existant, la ville de Toulouse elle a lancé l'extension et la reconstruction de son école élémentaire à Bénézet. En accord avec la démarche territoriale, du coup, elle a souhaité intégrer le projet Life Waste Built. L'engagement principal du projet étant de favoriser le réemploi in situ, donc le réemploi de produits issus du site dans le nouveau projet. La maîtrise d'ouvrage sur cette opération est donc la ville de Toulouse, la maîtrise d'œuvre est C+2B, et le bureau de contrôle est BTP Consultant. Donc là, tu peux passer à l'autre slide, s'il te plaît. En premier lieu, donc en phase de préparation, donc la phase de préparation, c'est celle qui consiste à stabiliser les grands enjeux et les objectifs du projet en amont de la phase conception. Nous avons échangé avec la maîtrise d'ouvrage public afin d'analyser sa couverture assurantielle dommage ouvrage. Celle-ci avait déjà une assurance, donc on l'a enjoint à prendre attache avec son assureur afin de l'informer de l'intégration du projet dans une démarche d'économie circulaire avec des objectifs quantitatifs d'acquisition et de mise en œuvre de produits issus du réemploi dans les marchés. De l'informer aussi de notre méthodologie d'accompagnement en tant qu'assistance à maîtrise d'ouvrage économie circulaire. De la commande prochaine d'un diagnostic PEMD pour satisfaire aux obligations réglementaires et de la commande future du coup d'un diagnostic ressources une fois l'application visée des produits en place stabilisés. Et pour finir, donc, de l'intégration de missions économie circulaire et de réemploi dans les marchés de maîtrise d'œuvre et de contrôleurs techniques. L'objectif, du coup, de cette première prise de contact, c'est vraiment d'informer l'assureur et d'avoir un retour sur sa définition de la technique non courante, qui est, je le rappelle, une définition contractuelle, donc qui bouge à chaque structure, et sur les couples produits-emploi sur lesquels l'assureur pourra avoir une certaine frilosité. En fait, chaque assureur, ou comme les contrôleurs techniques, ont leur propre retour d'expérience et donc leur propre trauma. Du coup, l'idée, c'est de pouvoir analyser ces éléments-là en amont de phase et pas travailler sur des protocoles si l'assureur ne va pas nous suivre. Nous avons intégré des missions économie circulaire dédiées dans les marchés de maîtrise d'œuvre et de contrôleurs techniques. Et durant donc, leur phase offre, nous avons enjoint les candidats à prendre attache avec leur assureur afin de valider leur bonne couverture assurantielle au vu des missions dédiées. L'idée, évidemment, c'est d'intégrer des missions spécifiques et bien circonscrites dans les marchés pour que déjà les missions soient circonscrites, les responsabilités le soient aussi, et les assureurs puissent être informés du coup des missions dédiées à chaque structure de l'équipe projet. En tant que constructeur, donc la maîtrise d'œuvre a une responsabilité décennale via en particulier ses missions de prescription de visa d'OPC, réemploi, mais elle est aujourd'hui bien couverte par les assurances via par exemple la MAF qui les suit bien quand même sur les suites de réemploi, mais elle peut tout de même être recherchée dans le cadre de sa responsabilité in solidum, du qui fait quand même partie des constructeurs de l'équipe projet. Et le contrôleur technique, quant à lui, il a une mission d'avis technique réemploi, donc il doit s'assurer de sa bonne couverture quand il répond à un marché. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on systématise sur des projets où on sait qu'il va y avoir en particulier du réemploi in situ et des protocoles un peu complexes, la commande de mission réemploi au contrôleur technique. Pour la phase de conception, donc sur la phase de production des données liées à la conception du projet, on a avec la maîtrise d'œuvre et le contrôleur technique durant les différentes étapes, donc esquisse, APS, APD, Pro, stabiliser les protocoles de mise ou de remise en œuvre des produits via la production de méthodologies, donc de dépôt soigné, conditionnement, stockage, vérification, remise en état, remise en œuvre. Ces méthodologies se basant sur à la fois les éléments liés à l'application initiale du produit, issus à la fois du diagnostic PEMD, ressources et des données historiques du bâti, donc les contrats de maintenance, les DOE, enfin tous les éléments qu'on peut trouver, ainsi que sur les données liées à l'application visée du produit, donc c'est le domaine d'emploi en futur issu des données conception. Durant cette phase, on a aussi stabilisé le filtre de validation des produits en phase d'exécution, donc entreprise, visa de maîtrise d'œuvre, avis contrôleur technique, et les outils de traçabilité pressentis, donc des fiches d'autocontrôle, les PVDC, les plans d'exécution, etc.
Pour la phase de DCE, donc une fois qu'on a réceptionné le RICT, donc le rapport initial du contrôleur technique qui doit intégrer les avis liés au réemploi et stabiliser les protocoles, nous avons donc dit à la maîtrise d'ouvrage de se rapprocher de son assureur pour valider les protocoles réemploi en phase conception et enclencher sur la phase de prescription pour bien donc s'assurer que toute la phase conception, les outils pressentis et les protocoles exécution visés soient bien couverts par les différents assureurs de l'équipe projet. Et on a du coup dans les pièces marché intégré les protocoles conception et les futurs protocoles exécution et demander des assurances nominatives aux entreprises candidates. Pour la phase ACT, donc la phase analyse des contrats de travaux, on s'est rapproché, donc non. Durant la phase offre, c'est ça. Les entreprises se sont rapprochées de leur assureur pour valider la bonne couverture pour les missions demandées dans les DCE. On a surtout focusé du coup sur les entreprises de remise en œuvre qui engagent leur assurance décennale constructeur et sur les entreprises de fourniture qui doivent s'engager sur des assurances fourniture. Par exemple, sur Bénézé, là, l'opération dont je vous parle, on a demandé une assurance biennale de bon fonctionnement sur les éléments de plomberie. Donc ça, c'est des éléments que doivent nous communiquer les entreprises en phase offre. Pour la phase de préparation de chantier, qui est super importante durant la phase pour ces enjeux assurantiels et techniques, on a échangé avec les entreprises titulaires pour s'assurer de la bonne couverture de celles-ci et on a eu des retours favorables de leur part car il y a 2 sujets qui nous ont permis aussi de juguler ces gros enjeux assurantiels. La totalité du réemploi in situ dit complexe, donc avec des enjeux contractuels et réglementaires, sont passés par un marché de dépôt, stockage, remise en état et remise en œuvre. Ça nous a permis de rassurer les entreprises et l'équipe projet et de valider le filtre de validation des produits en phase d'exécution. En gros, c'est la même entreprise qui va déposer, stocker chez elle, remettre en état et remettre en œuvre les éléments. Donc, il y a vraiment une boucle circulaire qui reste interne à l'entreprise. Donc, ce qui nous a permis de juguler pas mal d'enjeux assurantiels et techniques et logistiques. Et une partie du réemploi complexe est passée par des filières de reconditionnement, des filières dont parlait Élodie tout à l'heure, donc des entreprises qui engagent leurs responsabilités sur le produit. Et le troisième élément qui nous a permis aussi de faciliter ces enjeux assurantiels et techniques, c'est qu'on était sur de la qualification en cascade. Donc, par exemple, on a fait du réemploi de B-Fix. C'était des B-Fix qui étaient utilisés en menuiserie extérieure en rez-de-chaussée. Et on les a réemployés du coup avec des tournements d'usage en coursive intérieure en N+1. Donc, ça nous a permis de juguler certains enjeux de sécurité des personnes, garde-corps, etc. Et du coup, les entreprises ont émis moins de réserves durant la réalisation des protocoles. Une dernière chose, l'entreprise elle a réalisé un prototype sur site pour validation de la mise en œuvre de ces BFX par l'ensemble de l'équipe projet. Durant la phase d'exécution, donc durant cette phase, l'important c'était d'être garant de la conservation des données techniques et des données de traçabilité, car c'est des éléments qui vont permettre de valider la réception des travaux et qui doivent être communiqués aux assureurs. Et donc, pour la phase réception, après la réception des ouvrages et du RFCT, donc du rapport final du contrôleur technique, qui doivent intégrer les avis techniques réemploi, la totalité des données ont été communiquées aux assureurs de l'équipe projet. Donc, pour récapituler, l'assureur de la maîtrise d'ouvrage doit être informé en phase de préparation. Cette première étape lui permet de rentrer dans le projet et d'émettre des réserves. L'assureur des constructeurs, donc entreprise, maîtrise d'œuvre et du contrôleur technique, doivent être informés quand ils répondent à une offre si suspicion de technique non courante ou d'enjeux techniques un peu complexes, afin que l'assureur comprenne la circonscription des missions et les responsabilités qui en incombent. Les assureurs de l'équipe projet doivent être informés avant la phase de prescription DCE pour valider les protocoles conception et la méthodologie réemploi en phase d'exécution. Et si besoin, les entreprises doivent revenir vers leur assureur en phase préparation de chantier si ils voient que le protocole exécution est un peu différent du protocole conception auquel ils ont répondu en phase offre pour voir s'ils sont bien couverts par leur assureur. Merci beaucoup Laura pour cette présentation. Alors je pense qu'on a quelques questions. Delphine, je te laisse nous dire. Alors, on en a une, c'est avec ces contraintes importantes d'un point de vue assurantiel, quel est le niveau de risque d'avoir des appels d'offres infructueux? Alors, le risque d'avoir des appels d'offres infructueux, bon, il y a un risque, hein. L'important, c'est quand on fait pas mal de travail en phase conception, ça nous permet aussi de faire du sourcing, c'est-à-dire que moi, je construis pas mon protocole toute seule. C'est-à-dire que s'il y a un protocole un petit peu complexe, on va travailler avec la maîtrise d'œuvre et on va prendre à tâche aussi avec des entreprises spécialisées qui sont bien plus sachantes que nous. Et c'est eux les qualificateurs, en fait. Donc, ce qui nous permet aussi de sourcer un petit peu les entreprises qui seraient en capacité de répondre à ces protocoles un peu complexes-là.
Et en fonction de ces éléments-là ou pas, on intègre les éléments en dur, en DPGF dans le marché, ou on les intègre en prix-mix, donc en BPU, DQE, ce qui nous permet aussi de pouvoir, pas se retrouver en infructueux et laisser aussi la latitude aux entreprises de pouvoir répondre sur des sujets un peu complexes, pas dans le dur du marché. Donc, sourcing Il y et avait aussi stratégie une de question, prédiction. pardon. Il y Donc, avait aussi sourcing la et stratégie question de sur, prescription. Ok, vas-y, pardon. ouais. Vas-y. Il y avait aussi la question sur les guides Spirou, mais l'Audimas a répondu dans le chat, donc ils seront bientôt publiés, soit octobre ou novembre sur le site CSTB et sur celui de l'ADEME a priori. Et sinon, il y avait une question juste, que veut dire le I et le P dans le tableau? C'est informer et participe. La légende, elle apparaît pas là, mais elle apparaît dans le PowerPoint. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je n'en vois pas d'autres, moi, Ilona. Je ne sais pas si tu as vu d'autres choses. Non, je crois qu'on est bon. N'hésitez pas si vous avez des questions supplémentaires. On a encore quelques minutes et sinon, on va faire un point agenda. Donc, pour rappel, oui, cette présentation sera disponible ainsi que le replay et l'ensemble des replays et présentations des 3 derniers webinaires. Est-ce qu'on a une question entre-temps? Non. Alors, un petit point agenda juste pour vous présenter le dernier webinaire qui va clore ce cycle-là. Donc, le prochain webinaire sera le 5 décembre et sera sur la question des outils nécessaires pour structurer une filière de réemploi dans le BTP à l'échelle d'un territoire. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous faire un retour également s'il y a d'autres thématiques que vous aimeriez creuser. Donc voilà, on est preneur de ces retours-là. Et on espère vous voir nombreux à ce webinaire 4, sachant que je vous enverrai le lien d'inscription en même temps que les replays et présentations des webinaires précédents. Donc, je vous remercie toutes et tous pour votre attention pour ce webinaire sur un enjeu assez important dans les questions de réemploi, qui est celui de l'assurabilité. Et j'espère qu'on aura pu répondre à l'essentiel de vos questions. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Merci.